Nous allons reprendre cette session qui est consacrée au thème douleur et santé mentale, que nous avons donc, comme je vous le disais en ouverture, co-construite avec nos partenaires de l'ANP 3SM. Et donc, cette session un peu particulière, il n'y aura que 2 interventions, des interventions un petit peu plus longues. Et donc, je vais appeler pour la modération nos 2 collègues de l'ANP 3SM, Jea Saravan, qui est le fondateur de l'ANP 3SM et qui actuellement est toujours le médecin référent pour l'association Association pour adultes et jeunes handicapés de la Vienne. Jea, je ne me trompe pas. Voilà. C'est devenu référent national. Voilà. Et donc Nabil Alouche, qui est donc président de l'ANP 3SM et qui est le chef du pôle soins somatiques au GHU Paris. Psychiatrie et neurosciences, c'est ça, voilà, j'ai rien oublié. Alors, messieurs, merci beaucoup pour votre aide. Donc, on va vous laisser regagner la tribune. Là, il va y avoir ces 2 interventions. Un des modérateurs est aussi un des intervenants, c'est Jea qui va commencer. Et le deuxième intervenant, peut-être on peut vous le présenter avant que commence l'intervention de Jea. Il s'agit du professeur Serge Marchand que nous avons en duplex depuis le Canada. Voilà. Vous nous entendez, Serge? Oui, absolument. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez aussi? Parfaitement. Parfait, Serge. Comment vas-tu? Très bien. Et toi, Jea? Bonjour, Nabil. Alors, on va laisser Jea faire sa première intervention et puis on vous retrouve juste après. Parfait. À tout à l'heure. Oui, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité, Frédéric. Bon, je suis déjà assez fidèle, je suis venu plusieurs fois. Alors, je vais vous parler, parce qu'on a beaucoup travaillé, d'ailleurs, avec Serge, parce que, comme vous le savez, j'ai été nommé il y a très longtemps chez lui. Je suis membre associé au CHU de Sherbrooke, dans le cadre de la recherche clinique. Alors, je vais aller très très vite parce qu'on n'a pas trop le temps. Voilà. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je voulais vous dire que la douleur, elle est très bien décrite par un chanteur que vous connaissez tous. Sans drame, sans larmes, pauvre et dérisoire arme, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Ça résume entièrement ce qui se passe dans l'expression de la douleur chez les personnes ayant un trouble du neurodéveloppement. Donc je vais vous dire, puis je vous ai mis en mémoire de Clémence, bon, c'est comme ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, les troubles du neurodéveloppement, sachez que c'est un ensemble maintenant, il est bien classifié dans le DCM-5 et dans le CIMO. CIMO, c'est la classification internationale des maladies, 11e version de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous voyez que tout ce qui est trouble du neurodéveloppement, ce n'est pas une pathologie, c'est un handicap. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Vous avez les troubles du développement intellectuel. Dans les autres pays, ça s'appelle troubles de déficience intellectuelle. Vous avez les troubles de la communication, les troubles du spectre de l'autisme, le TDAH. Je vous rappelle que ce n'est pas une pathologie mentale, parce qu'il y a encore des collègues qui pensent que c'est une pathologie mentale. Non, c'est un handicap, le TDAH. Troubles spécifiques de l'apprentissage. Puis vous avez tous les troubles moteurs qui font partie de ces troubles neurodéveloppement. Donc, je ne vais pas vous parler de tous ces troubles. Donc, je vais me consacrer au TSA, troubles du spectre de l'autisme, d'autant plus qu'on a travaillé aussi dans les troubles de développement intellectuel. On a écrit beaucoup de choses, des articles qui sont validés. Donc, plutôt vous dire, on a beaucoup travaillé sur l'expression de la douleur chez les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Alors, quand on parle des troubles du spectre de l'autisme, sachez la complexité chez eux. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme, il a associé, pathologie associée, il peut avoir une maladie génétique rare, comme le RET, comme le Dravet, comme le X fragile, ce que vous voulez, il y en a un paquet, phénomène McDermid, etc. Il peut avoir
évidemment une altération des fonctions cognitives. Il peut être TDAH en même temps. Et dans ma consultation, j'ai également des TSA qui ont tout ça, qui en plus, ils sont sourds-muets. Donc, vous voyez la complexité de ce problème, on l'a bien décrit dans le pôle collectif INSAM qu'on a publié il y a pas mal de temps, ça n'a pas changé. Donc, c'est une prise en charge globale dans le cadre des troubles du spectre de l'autisme. Mais sachez-le, il n'y a pas que le trouble du spectre, donc il peut y avoir des pathologies, ce qu'on appelle des comorbidités, bien qu'on n'aime pas trop ce terme, on s'est mis d'accord avec les Québécois, donc c'est plutôt les affections concomitantes. Alors, les TND, pour vous donner les derniers chiffres en France, ça concerne une personne sur 6, et la prévalence des TSA, du trouble du spectre de l'autisme, vous voyez, c'est 1 à 2%, c'est-à-dire qu'une naissance sur 100 TSA. C'est énorme, hein. Quand vous prenez sur la population générale, vous voyez le nombre de personnes TSA. 1 à 2%. Nous, on a pris du retard, je ne rentre pas dans les détails. En 2012, lorsqu'on a fait les recommandations de l'HAS, on était effectivement à 1%. À l'heure actuelle, avec le diagnostic précoce, la prise en charge précoce et tout, on est arrivé à pratiquement 1 cas sur 70 naissances en France. Dans les autres pays anglo-saxons, le diagnostic, parce qu'ils ont été beaucoup plus en avance par rapport à nous, c'est pratiquement 1 cas sur 50. C'est énorme. Et sachez aussi, dans les pays en voie de développement, enfin, j'aime pas trop en voie de développement, où il n'y a pas d'études épidémiologiques quantitatives et qualitatives, on a gardé le pourcentage de 1%, et puis on le extrapole en fonction de la population du pays. Les troubles 10, 8% de la population, TDAH, 6% chez les enfants et 3% chez les adultes. Ce qu'il faut retenir, regardez, plus de 50% de ces troubles neurodéveloppement, ils ont un second TND. Donc, comme je l'ai dit, hein, TSA peut être associé à un TDAH, maladie génétique rare, etc. Et surtout, des pathologies associées qui sont très fréquentes, prévalence importante par la population neurotypique. Vous avez essentiellement l'épilepsie, les troubles gastro-intestinaux, les troubles alimentaires, les troubles du sommeil, et puis 2 pathologies, bien sûr, de la santé mentale, c'est essentiellement les troubles anxieux et les troubles de l'humeur, c'est-à-dire la dépression. Et il faut savoir aussi que plus de 70% dans ces cas de ces troubles neurodéveloppement, ils ont une fonction cognitive altérée. Voilà ce que je voulais vous dire d'une façon très très vite. Et concernant, je pense que vous connaissez un petit peu ce qu'on appelle l'autisme, dans la sémiologie de l'autisme, je vais juste aller très vite, il y a juste 2 symptômes, ce qu'on appelle la dyade autistique. Vous avez ce qu'on appelle la communication et l'interaction sociale altérée, donc ils ont peu ou pas de langage, ils peuvent répéter des mots, ce qu'on appelle l'écholalie. Il n'y a pas donc vraiment un langage. Difficulté à exprimer aussi leurs émotions. Ils ont aussi un regard un peu fuyant. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails. Voilà, non-adaptation des regards. Et le deuxième symptomatologie, ce sont les comportements répétitifs, involontaires, rythmiques, des mêmes mots, des mêmes gestes. Si vous avez par exemple un garçon qui est autiste, un jeune garçon autiste, s'il aime les jouets ou les voitures, vous verrez, il va prendre la voiture, il va tourner les roues toujours dans le même sens. Il peut passer des heures à tourner dans le même sens. Et puis il y en a d'autres, ce qu'on appelle les comportements répétitifs. Ici, si je vous mets en désordre sur la table, il va venir l'aligner au millimètre près pour que ça soit exactement sur le même ordre. C'est ce qu'on appelle les comportements répétitifs. Donc vous voyez la difficulté, c'est que 2 personnes autistes ne se ressemblent pas, sachez-le. Une personne autiste est unique, donc ils ont leur spécificité propre, donc la prise en charge aussi est complexe. Donc la prise en charge, elle est multiprofessionnelle, multidisciplinaire, il n'y a pas que les soignants, et on oublie, il y a aussi des non-soignants, les éducateurs spécialisés, les AMP, les travailleurs sociaux. C'est une approche globale. Et puis, autre chose aussi, maintenant, dans toutes les recommandations, c'est important de le dire, concernant les troubles neurodéveloppement, on a un peu oublié le CIF. Le CIF, c'est la classification, ce qu'on appelle d'ailleurs, je crois que je l'ai marqué,
du fonctionnement du handicap et de la santé. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié la personne, elle fait partie d'un système, là, la personne autiste, elle fait partie d'un système qui implique l'interaction entre les facteurs propres de la personne, les facteurs personnels, caractéristiques biologiques, génétiques. On a parlé ce matin, âge, sexe, origine ethnique. Moi, je fais des consultations aux Antilles, je fais aussi en Afrique de l'Est, là, je reviens des Antilles, et aussi en Océan Indien, vous verrez que ce n'est absolument pas la même chose, la prise en charge est complètement différente. Donc, tenez compte des compétences personnelles, etc. Et n'oubliez pas l'interaction, interaction avec, bien sûr, l'environnement de la personne en question, tous les facteurs environnementaux. Et ça a été, je remercie encore mes collègues québécois, entre autres le ministre de la Santé de l'époque, que Serge connaît, Lynn Jobert, et qui donc a remis ça en disant, mais on oublie un peu la personne en question, on le remet dans le truc, et maintenant vous avez dans toutes les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, c'est ça. Vous voyez, on doit éliminer le premier noyau, la santé mentale, la santé organique, les pathologies organiques. Le deuxième cercle, c'est les facteurs personnels de la personne en question. Et le troisième cercle, c'est tout ce qui est l'environnement. Et c'est dans toutes les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Ça, c'est de l'HAS. Hein. Vous retrouvez la même chose dans les recommandations anglo-saxonnes. Et on vient de finir une recommandation européenne. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, voilà. Vous pouvez le retrouver, hein, c'est au cours de l'HAS. Alors, on va aller très, très vite. Autre chose aussi, il faut savoir, je vous ai dit, la personne est unique. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi dans les troubles du neurodéveloppement, essentiellement dans les troubles du spectre de l'autisme, ils ont des altérations sensorielles. Si on n'a pas le profil sensoriel, nous, en tant que personnel soignant, on va vers la catastrophe. Je vous dis bien, c'est la catastrophe. Donc, il faut impérativement avoir ce profil sensoriel. Alors, je vous ai mis ici, hein, ça touche l'ouïe, l'odorat, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, hyper ou hyposensorialité. Et parfois, on oublie la proprioception et le vestibulaire. Ça fait partie des organes des sens aussi. Donc, il faut impérativement avoir ce profil sensoriel si on veut vraiment prendre en charge d'une façon correcte. Et moi, quand je fais mes consultations, je n'ai pas, je le demande. Vous savez que le profil sensoriel, théoriquement, c'est fait par deux professionnels. Ce sont les psychomotriciens et les ergothérapeutes. Validés, enfin, qui connaissent bien les TSA, avec une prise en charge, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas ça, parce que c'est vrai que dans certaines régions de France, on n'a pas besoin d'aller très loin, sans voie de loi, pour trouver une psychomotricienne ou une ergo, c'est compliqué. Alors, du coup, on a demandé à Olga Bolgachina, qui est connue, hein, il y a plusieurs types de profils sensoriels. Olga, c'est un gros bouquin comme ça. Quand je l'ai vu en visio il y a pas longtemps, enfin, il y a très longtemps, je lui ai dit, écoute, ton bouquin, c'est fait pour des professionnels, même moi, je ne suis pas professionnel. Donc, elle a fait une version simplifiée du profil sensoriel. Vous pouvez aller sur Google, taper profil sensoriel d'Olga. Ça vous donne une idée, même vous, si vous n'êtes pas des professionnels, si vous n'êtes pas psychomotricien, si vous n'êtes pas ergo, si vous n'êtes pas psychologue, vous pouvez le faire. Ça vous donne une idée. Autre chose aussi, il faut savoir, trouble du spectre de l'autisme, regardez, il n'y a aucune anomalie, il n'y a pas de dysmorphie, c'est ça. La maman, une des mamans qui dit, être le parent d'un enfant autiste signifie comprendre tout ça. Il faut aussi comprendre et accepter qu'il est difficile pour les autres de comprendre. L'enfant autiste ne présente aucune dysmorphie physique. Il vit différemment parce qu'il perçoit différemment tout ce qui l'entoure. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire d'une façon très globale. Chaque personne autiste, hein, je vous dis bien, unique, c'est toujours compliqué de mettre en place des protocoles vraiment rigides. Alors, on est dans le cadre de l'expression de la douleur. On a beaucoup travaillé, je peux vous dire. Hein. Quand j'ai commencé, je tiens quand même à remercier Alain Serry, qui m'a dit, vas-y, parce qu'on m'a traité de fou. On m'a dit, mais pourquoi tu parles de la douleur chez les personnes autistes? Ils sont insensibles à la douleur, un peu comme Serge vous en parlera de l'insensibilité à la douleur chez le patient schizophrène. J'ai dit non, il y a un problème.
moi, je sens bien de ma consultation, il faut qu'on y aille plus loin. Donc, on a beaucoup travaillé avec mon équipe ici en France, et puis avec l'équipe de Sherbrooke, hein, bien sûr, et on a fait avancer les choses. Alors, ce que je voulais vous dire, vous voyez, je vous ai mis un peu considéré comme source d'insensibilité ou d'indifférence à la douleur, un peu comme le patient schizophrène. Ce mythe de l'insensibilité, ça traînait pendant pas mal de temps. Il y a encore des articles qui datent de 2021 qui parlent encore de l'insensibilité à la douleur chez les personnes autistes. Donc ils ont dit oui, ils sont immatures neurologiquement, ils n'ont pas le langage, donc comment voulez-vous comprendre la douleur chez eux? Alors moi, ce que je reproche aussi à mes collègues, et je reproche aussi parce que vous savez que la définition de la douleur, on s'arrête sur la première partie. On a oublié la clarification de la douleur, où c'est bien marqué, deuxième partie, l'incapacité à communiquer verbalement n'est ni d'aucune façon, et on oublie à chaque fois, dans les CAPA douleur, vous verrez, on vous donne que la première partie. Alors que l'IASP a bien clarifié en disant non, attention, il y a des gens qui n'ont pas de langage du tout, mais ils sont capables aussi d'exprimer. Bon, enfin bref. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on reste sur la première partie de la douleur. On est le seul pays. Hein. Je veux dire, dans les autres pays, il y a toute la définition complète de la douleur, de l'IASP. Bon, et absence de langage oral et tout, ça, voilà. Alors, il faut savoir aussi, je vous ai mis ici, ils ont une inconscience. Vous pouvez lire, de toute façon, vous aurez le diaporama. L'inconscience du danger, c'est vrai, ils sont totalement inconscients du danger. C'est-à-dire que vous pouvez voir, c'est des anecdotes observationnelles, vous pouvez voir un enfant autiste mettre sa main sur une plaque chaude, sans aucune manifestation, le retirer et recommencer tout de suite après. C'est là qu'ils ont dit, il n'y a pas de voie de la douleur, il n'y a pas de mécanisme de la douleur. Alors, je peux vous dire, c'est totalement faux. On a vu même avec l'équipe de Serge Marchand, là, Québec et mon équipe, on a tout travaillé, on a fait le potentiel évoqué, le réflexe, enfin, ils ont exactement les mêmes voies de la douleur que vous et moi, sauf qu'ils ont une expression de la douleur là-haut, à cause de leur handicap, ils ont une expression qui est complètement différente. Vous allez voir, l'expression de la douleur, c'est complètement différent. Les pathologies associées dont je vous ai parlé, que vous retrouvez souvent chez eux, l'épilepsie, les troubles gastro-intestinaux, les troubles alimentaires, les troubles du sommeil, etc., sachez-le, ça se manifeste par des troubles du comportement. Et quand vous analysez ces troubles du comportement, c'est essentiellement des phénomènes douloureux. Donc il faut le savoir, c'est pour ça qu'on a travaillé en disant qu'il ne faut pas que ça passe à côté. Donc on a essayé de travailler là-dessus. Bon, on a mis du temps, on a travaillé. Alors, il y a plusieurs hypothèses dans soi-disant l'insensibilité à la douleur. Je ne rentre pas dans les détails, on a parlé du système opioïde, on a démontré le contraire. Et on a parlé aussi, c'est vrai qu'ils ont une altération sensorielle, c'est pour ça qu'il faut tenir compte de ça. Par contre, l'évaluation, les études sont très limitées. Il y a un biais d'évaluation dans les données, parce qu'ils confondaient les autistes qui ont le langage, ce qu'on appelle, vous connaissez tous, les Asperger, comme on dit. Et puis, je possède une population très hétérogène. Par contre, ils ont une expression de la douleur qui est complètement atypique. Donc, on s'est dit comment on va évaluer la douleur et comment on peut le prendre en charge. Alors, sachez également les difficultés. Voilà les difficultés. Déjà, les signes d'alerte sont complètement atypiques. Déjà, s'ils n'ont pas de langage, alors vous voyez, il y a donc ça se manifeste quand je dis pas des troubles du comportement. Ensuite, ces personnes-là, il ne faut jamais les faire attendre. S'ils arrivent à une consultation, il faut les prendre à l'heure, pratiquement 5 minutes près. Sinon, il y a le stress qui augmente. Ils ont un degré d'anxiété, et vous aurez des troubles du comportement et le médecin ne peut strictement rien faire parce qu'ils auront des troubles, parfois même, ils peuvent tout casser, etc. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un obstacle à l'examen clinique. Et regardez, nous, on ne veut pas que ça aille jusqu'à là. Je vous ai retiré les photos. Là, pour moi, c'est light, comme je dis, de ce jeune garçon qui s'arrachait lui-même les dents. L'automutilation, au niveau encore là, pour moi, c'est léger, parce que j'ai retiré les autres qui sont. Alors, donc, vous voyez, c'est pour vous dire que nous, on ne veut pas que ça aille jusqu'à là.
l'automutilation. Et théoriquement, je fais toujours, hein, que ce matin, j'étais ravi qu'il y avait une personne atteinte de drépanocytose, elle a exprimé ce qu'elle a vécu. Moi, je fais toujours les conférences en duo. J'amène une personne autiste, je dis, c'est à toi de parler parce que c'est toi qui sais. Mais elle est un peu loin, à Bordeaux. Donc, c'était un peu compliqué pour la faire venir ici. Donc, je vous passe sa petite vidéo. Je te laisse. Alors, elle s'appelle Héloïse. Heureusement, elle a le langage. Elle va vous exprimer. Donc, je m'appelle Héloïse, j'ai 15 ans et je suis autiste Asperger. Même si aujourd'hui je suis capable de m'exprimer, cela n'a pas toujours été le cas. Mon langage s'est développé tardivement et j'ai longtemps été écholalique. Face à la douleur ou à un mal-être physique ou psychologique, je m'exprimais avec des cris et de la violence physique. J'ai accepté de venir parler de mon passé et de mon présent pour vous expliquer comment je réagis face à la douleur et aux maladies et comment j'aimerais que les médecins agissent envers moi et tous les autres autistes. Quand j'étais petite, avant de pouvoir m'exprimer, c'était très difficile pour moi d'exprimer la douleur, voire même impossible. C'était comme si je ne la ressentais pas. Je ne savais pas dire les choses. Je ne savais pas non plus dire si j'avais chaud ou froid, faire savoir si j'avais faim ou soif. Par exemple, je faisais de grosses crises quand maman voulait me laver les cheveux. Elle a acheté des visières, des bouchons d'oreilles, pensant que le contact de l'eau dans mes yeux et mes oreilles rendait ce moment trop difficile pour moi. En fait, plus tard, j'ai pu lui dire qu'en fait, c'était la sensation de l'eau sur mon crâne que je trouvais désagréable. En fait, c'était comme si on me jetait des milliers de petits cailloux sur la tête. À l'époque, je pouvais me blesser et ne rien laisser paraître. Un jour, j'ai sauté dans un bac en plastique. Quelle idée! Ma mère est intervenue, alertée par le bruit de la chute. Moi, je ne semblais pas être blessée, je ne pleurais pas, je ne criais pas. Plus tard, dans la soirée, ma mère s'est rendue compte que je m'étais ouvert le pied au niveau du talon, mais que ça ne saignait pas. Quand j'ai enfin pu accepter l'idée d'aller chez le docteur, il était trop tard pour les points de suture. J'ai très longtemps paru insensible à la douleur, et j'étais terrorisée à l'idée d'aller chez le docteur ou à l'hôpital. J'ai dû passer beaucoup d'examens, notamment pour mon diagnostic, comme des IRM, des électroencéphalogrammes, des prises de sang, etc. Et j'ai quelques petits souvenirs assez vagues de l'hôpital. Maman m'expliquait toujours à l'époque pourquoi je devais y aller et ce qu'on allait me faire, mais cela se passait toujours mal. Parfois, elle n'avait même pas le droit de rester avec moi. Je vous laisse imaginer tout ce stress enduré, seule avec des inconnus incompétents en matière d'autisme, en qui je n'avais aucune confiance et qui me faisaient très peur. Certains docteurs ou infirmières ne m'expliquaient pas ce qu'ils allaient me faire, et ça me faisait peur. Je ne voulais pas qu'on me touche, qu'on me plaque au sol, qu'on m'oblige à m'allonger. Je me sentais agressée et ça me faisait parfois très mal. Un jour, 2 personnes se sont couchées sur moi pour me bloquer pendant que l'infirmière faisait la prise de sang. Il me faisait très mal et je criais de terreur. Horrible souvenir. Il y en a eu plein d'autres et je faisais des crises tellement j'avais peur qu'on se couche encore sur moi. Les autres moments, je m'en souviens pas car j'étais trop petite, mais je sais par maman que cela était très difficile pour moi. En grandissant, j'ai pu petit à petit m'exprimer et avoir de vrais échanges, mais pour ce qui est la maladie, la douleur, j'avais toujours du mal à dire mon ressenti, ma souffrance, et c'était en fait mon comportement qui faisait comprendre à ma maman que quelque chose n'allait pas. Toute ma vie, depuis mon enfance, j'ai eu mal au ventre, jusqu'il y a encore peu. C'était presque comme si c'était normal pour moi d'avoir mal au ventre, jusqu'au jour où j'ai vraiment pu le dire, même si maman avait en fait compris ça depuis très longtemps. Je devenais agressive envers moi-même, d'abord, puis envers mes parents. J'étais irritable, triste, plus sensible que d'habitude au bruit, aux lumières, aux odeurs, etc. Lorsque j'ai commencé à pouvoir exprimer la douleur, je croyais que toutes les blessures étaient graves. Je n'ai appris à relativiser qu'en 2017, après m'être brûlé le mollet au 3e degré, après avoir touché par mégarde un pot d'échappement en descendant en scooter. Aujourd'hui, grâce à mes prises en charge, comme l'orthophonie, la psychomotricité, la neuropsy, l'ergothérapeute, mon pédopsie, tous formés à l'autisme, mon accompagnante et ma maman, j'ai fait beaucoup de progrès. Je suis désormais capable d'exprimer ma douleur et je me connais mieux aussi.
Je suis comme vous tous, je peux tomber malade, avoir besoin de soins, de médicaments, faire des radios, avoir des chutes de morale, être dépressive, etc. Quand je vais chez le docteur, c'est plus facile car j'ai confiance en lui. Il s'est intéressé à l'autisme et prend en compte mes particularités sensorielles. Il faut savoir que c'est le même depuis des années. Il prend le temps de m'expliquer ce qu'il va faire avant de m'ausculter et il m'explique absolument tout. J'ai aussi un dentiste patient et compréhensif, que j'ai également depuis quelques années. Mais cela n'a malheureusement pas toujours été le cas et j'ai longtemps refusé de voir un dentiste. Cela me mettait en crise. Un jour, on m'a fait un détartrage. C'était vraiment difficile de supporter les instruments dans la bouche. Puis le dentiste m'a mis un espèce de vernis dégoûtant sur les dents pour les protéger. Et elle m'avait promis que cela n'avait pas le goût, mais elle m'a menti, c'était faux. Pourtant, maman lui avait bien expliqué mes problèmes. J'ai déjà du mal avec les aliments, leur texture, leur goût, leur odeur. Alors là, le dentiste, c'était une torture pour moi à l'époque. Le goût était juste dégoûtant, de la banane. J'ai eu des hauts le cœur, des nausées et presque envie de vomir. Et je voulais tout faire pour me débarrasser de cette saleté sur mes dents. Au point de gratter mes dents avec la lame d'une paire de ciseaux. Vous imaginez ? Cela m'a traumatisée et j'ai refusé de voir un dentiste pendant très longtemps suite à cette expérience. Idem avec les empreintes chez l'orthodontiste. Je n'ai jamais supporté la gouttière en silicone que je devais porter pour renforcer mes dents. Le goût me donnait des nausées et envie de vomir. Pour les prises de sang, maintenant c'est à la maison. L'infirmière me connaît bien et me comprend. C'est toujours la même depuis quelques années. Je peux rester sur mon lit, c'est moins stressant pour moi. Je regarde ma tablette pour me distraire et ne pas penser à la piqûre dans mon bras. Mon infirmière me fait rire aussi, et ça m'aide beaucoup. Pour le dentiste aussi, c'est quelqu'un que je connais très bien et en qui j'ai une confiance aveugle. Par contre, je ne suis plus jamais retournée chez l'orthodontiste. Malgré tout, je vis très bien avec ces dents de lapin. Pour les médicaments, c'est extrêmement compliqué. Je n'arrive pas du tout à avaler les poudres à diluer, les sirops, les comprimés effervescents ou à croquer, même les comprimés à avaler. Cela me laisse un goût sur la langue, je recrache tout, me donne la nausée, me dégoûte et me donne des hauts le cœur. Je ne peux avaler que les gélules. Lorsque je suis malade, je dois rester chez moi, dans mon lit. Je suis très fatigable en temps normal, mais lorsque je suis malade, je suis complètement abattue. La fatigue est au maximum. Je ne peux pas aller en cours, ni même faire des cours à domicile. Je suis beaucoup plus sensible au bruit, aux lumières, aux odeurs que d'habitude. Tout est exacerbé. Je suis dans le rouge. Je ne suis plus vraiment moi, en fait. Je suis beaucoup plus irritable. Je peux être agressive, mais il faut savoir que je ne le fais pas exprès. Je n'arrive plus à me concentrer. J'ai aussi des idées noires. Et je suis plus facilement sujette à la dépression. Quand je me sens mal, j'ai besoin de ma mère, de lui parler, d'être rassurée et d'être à ses côtés. Quand je tombe malade, je souffre aussi psychologiquement et inversement. Je trouve du réconfort en me regardant des films drôles pour changer les idées et oublier la douleur. La chaleur me fait du bien et me soulage, alors que le froid accentue la douleur, même sur des coups et des bleus. Ça me fait comme une morsure. Voilà comment je perçois les choses et combien il est important pour moi, quand je dois voir un docteur, qu'il m'explique tout ce qui va se passer. Il faut absolument que les docteurs écoutent ce que les parents disent sur les particularités de leurs enfants et sur ce que leurs enfants leur disent aussi. J'ai besoin de voir le matériel qui sera utilisé et qu'on réponde sincèrement aux questions. Je ne supporte pas qu'on me mente. Et puis, si je dois prendre un médicament, il faut trouver des gélules, sinon je ne peux absolument pas me soigner. Merci Héloïse. Alors, on va y aller. Voilà. Et c'est validé. Regardez l'expression de la douleur chez les personnes. Donc, d'ailleurs, on retrouve la même chose dans les TND. Là, on a travaillé sur le trouble du spectre de l'autisme. Première, ça peut être associé à les facteurs. Présentation totalement atypique. Quand je dis agressivité, c'est essentiellement l'hétéro-agressivité vis-à-vis de la personne qu'il connaît,
Pourquoi? Parce qu'ils vous demandent de l'aide, et surtout lorsqu'ils n'ont pas le langage. Ils vont vous taper dessus, ce n'est pas votre faute, ils sont en souffrance, donc ils vous demandent de l'aide. C'est exactement la même chose, vous verrez, l'épilepsie, les crises d'épilepsie sont excessivement douloureuses, ils vont vous taper dessus parce qu'ils souffrent. Donc, hétéroagressivité, toujours vis-à-vis de la personne qui connaît. Si on laisse, l'automutilation est un signe de l'expression de la douleur chez eux. Alors, ça commence toujours comme ça, c'est simple. Hein. Et puis après, c'est tout le bras. Et puis la deuxième, on a travaillé là-dessus aussi, partie anatomique, c'est la région céphalique. Donc, alors, si vous voyez que, si vous avez un enfant ou même, quand je dis personne autiste, c'est enfant, ado et adulte, hein, si vous voyez qu'il se tape comme ça, il faut impérativement penser soit à un problème d'otite, soit un problème dentaire. Vous voyez, c'est des choses simples. Et si vous laissez évoluer, il faut voir l'état des pavillons. Et je vous ai parlé des crises d'épilepsie. Ça fait tellement mal, ils ont l'impression que ça va éclater. Ils vont aller sur un mur en béton, ce qui s'est passé avec le jeune dont je vous ai montré, les crises d'épilepsie. Ils peuvent s'éclater la voûte crânienne. Donc c'est l'automutilation. Ensuite, ils peuvent crier, même s'ils n'ont pas le langage, sans problème particulier. Et on peut être fier, la France a démontré, regardez, si vous avez mal, ça m'étonnerait que vous allez éclater de rire ou sourire. Eux, c'est totalement différent, vous voyez l'expression de la douleur. Si vous voyez une personne autiste, vous pensez que vous avez fait quelque chose de bien. Alors je tiens à remercier là toutes les familles et les personnes autistes qui m'ont appris mon métier, comment le prendre en charge. Donc merci à toutes ces familles, à ces personnes autistes. Sourire, éclat de rire, il faut toujours aller éliminer s'il n'y a pas une pathologie organique douloureuse. Vous voyez, complètement atypique. Et parfois, vous voyez aussi ces personnes qui ils ont toujours des petits troubles du comportement, ils sont complètement léthargiques. Il faut se méfier, il faut aller impérativement aller l'examiner pour voir s'il n'y a pas une pathologie organique douloureuse. Et les troubles du sommeil, vous voyez, ça fait partie également de l'expression de la douleur dans le cadre des personnes ayant un TND, et là, essentiellement, dans le cadre, bien sûr, des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Et on ne veut pas que ça aille jusqu'au dernier facteur, ce qu'on appelle l'explosion violente inexpliquée. Nous, dans notre jargon médical, ça s'appelle des troubles graves du comportement. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout casser en l'espace de 2 minutes. Encore le mobilier, tout ça, ça va. Mais également le personnel. Ils peuvent vous voyez, l'agressivité peut aller très très loin vis-à-vis du personnel. Voilà l'expression de la douleur. Elle est validée maintenant. Chez les personnes autistes, ça peut être 1 ou 2 ou 3 facteurs associés. Donc méfiez-vous. Et concernant le sourire et éclat de rire, on peut être fiers, c'est nous qui l'avons mis en place. Et puis maintenant, mes collègues milanais européens que j'ai rencontrés, ils m'ont dit génial, parce qu'on retrouve les mêmes choses, on ne savait pas que c'était le phénomène de la douleur. Donc on l'a mis dans les recos européennes. Et puis, alors évidemment, c'est bien beau, parce que quand vous allez voir votre médecin, ou même médecin de la douleur, parce que vous savez que dans le CAPA douleur, il n'y a même pas 1 heure de cours sur la spécificité de la douleur chez les personnes en situation de handicap. C'est pour rien, c'est pas moi qui fais les programmes. Et si vous marquez tout ça, je sais que des familles sont fait rembarrer, vous racontez n'importe quoi, c'est pas éclat de rire, tout ça, il n'y a rien à voir avec la douleur. Donc les familles, ils ont dit, vous voyez, personne ne nous croit. Puis il faut savoir aussi la souffrance des familles. Hein. C'est un parcours de combattant pour eux quand ils ont des personnes autistes. Donc on a travaillé, on s'est dit, vous savez tous, hein, que la douleur, elle est subjective, elle nous appartient, mais on peut l'objectiver avec des échelles. Or, l'échelle, l'auto-évaluation est très difficile, y compris chez les Asperger qui ont le langage. Hein. Moi, j'ai un paquet dans ma consultation, parce que j'ai une consultation spécifique aussi Asperger. Ils ont du mal à s'auto-évaluer la douleur. Donc, on a essayé de travailler sur une échelle d'hétéro-évaluation. Vous savez, il y en a un paquet. Hein. Alors, moi, je dis toujours, hein, ils n'ont pas de langage, OK, quand je dis langage, hein, langage oral, mais je dis ils ont un autre langage, c'est le langage du corps. Ça s'appelle le langage corporel. Quand vous l'observez, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, le corps parle.
Donc pour eux, essentiellement dans le cadre du trouble neurodéveloppement, c'est donc le langage corporel qui compte. Alors on a beaucoup travaillé sur l'échelle. Il faut toujours regarder, observer, examiner, tenir compte évidemment des difficultés de la communication. Pour ça, on a marqué tenir compte du langage corporel et tenir compte aussi du comportement de ces personnes autistes. Alors, quelques pathologies organiques douloureuses que vous retrouverez très souvent chez eux, c'est les symptômes gastro-intestinaux. Essentiellement, on oublie, ils ont tous les troubles neurodéveloppement, à 100%, ils ont une pathologie qu'on oublie un peu, et qui est pratiquement, à l'époque, on faisait des vidéos, hein, vous savez, on a aussi fait dans la recommandation chez eux, on ne fait plus d'images sanglantes, c'est vraiment spécifique, c'est l'examen clinique, c'est vraiment le bon sens clinique, et on ne fait plus maintenant de fibro ou des choses comme ça. Donc, pour vous dire, symptômes gastro-intestinaux, vous en avez un qui arrive en tête, c'est le reflux gastro-œsophagien. Et quand vous voyez l'état de leur muqueuse, c'est brûlure du 3e degré. Je vous ai retiré les vidéos que j'avais faites à l'époque. Il faut voir comment c'est décapé complètement. Et quand ça se réveille, vous savez comment on fait le diagnostic clinique chez eux, on l'a marqué dans les recos, c'est ça. Ça suffit. C'est le diagnostic clinique du reflux gastro-œsophagien. Cas extrême, un cas sur je ne sais pas quoi, on peut demander une fibro, sinon c'est ça. Et c'est dans les recos de la haute autorité de santé, y compris européenne, anglo-saxonne, pour le RGO, vous voyez, pour vous dire. Et puis un deuxième, pour aller très vite, gastro-intestinaux, n'oubliez pas, parce que aussi on s'est battu avec le syndicat des gastro-entérologues, même les enfants autistes font des poussées d'ulcères, ulcères gastriques, ça fait excessivement mal. On ne demande plus de fibro, on ne demande plus la fameuse biopsie pour l'Helicobacter pylori, juste une prise de sang, et on demande la sérologie, c'est dans les recours. Quand c'est positif, on traite. Douleur dentaire, c'est vrai, faciale, c'est connu, les céphalées, douleur ORL, essentiellement des otites, ça passe à la chronicité, quand ça se réveille, je peux vous dire, c'est ça. Douleur des règles, n'oublions pas, ça arrive, donc on donne un traitement spécifique, sinon c'est trouble du comportement, et puis les douleurs liées à la crise d'épilepsie qui fait très très mal. Donc voilà quelques douleurs que vous pouvez rencontrer. Il y en a d'autres. Hein. Le plus important, c'est ça. Alors, pour l'échelle, et puis après, je m'arrêterai, hein, parce que je vais être bavard, hein, c'est pour ça. On a essayé de trouver les ETR. Alors, en échelle, qu'on a mis en place, hein, je vous dis tout de suite, on ne l'a pas fait valider comme ça, parce que les familles, ces personnes souffraient. On l'a mis en place, et puis finalement, c'est le ministère qui l'a validé. On n'a rien demandé, ceux qui l'ont validé. C'est ça, ça s'appelle échelle simplifiée d'évaluation de la douleur chez les personnes dyscommunicantes avec trouble du spectre de l'autisme. Vous avez 6 items. Si vous avez, alors, il faut le faire sur au moins une semaine, hein, parce que pour faire la douleur, elle est comme ça, vous n'aurez pratiquement pas de... Donc, si vous avez coché plus de 2 oui parmi les 6 items, vous avez fait le diagnostic de la douleur. Après, c'est au médecin d'aller trouver l'origine de la douleur et le prendre en charge. À cette échelle, je l'avais présenté au Congrès européen d'autisme qui a eu lieu à Nice, d'ailleurs. Je ne l'avais pas fait en français, puis les anglo-saxons m'ont dit « on ne comprend rien là, ton truc, ton échelle ». Donc, je l'ai fait la version anglaise, et donc elle a été validée par les Américains. Donc, voilà, pour vous dire que les Américains valident quelque chose. Donc, ça a été validé. Donc, il y a une version anglaise avec le guide d'utilisation. Donc, cette échelle, je vous dis, ce n'est pas la panacée, hein, mais au moins, ça donne une idée. Après, vous avez un autre aussi, hein, ce qu'on appelle les JEDI TSA, mais les familles ont du mal à faire, qui se présentent comme ça, les JEDI TSA, parce que n'oublions pas hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les familles. Et n'oublions pas les travailleurs sociaux, n'oublions pas aussi les éducateurs. Alors, notre échelle qu'on a mis en place, ça peut être fait par tout le monde, aidants familiaux, les familles, les travailleurs sociaux et tout. Ça, les familles ont du mal à faire. Bon, je vous le mets quand même. Et enfin, si vous avez tout ça, c'est essentiellement une pathologie organique douloureuse. Donc, pas besoin de neuroleptique, pas besoin d'antipsychotique. Voilà. Donc, on a marqué tout ça. C'est bon, hein? Je crois que j'ai fini. Merci, Jay.
Tu as fini? Oui. Après, vous avez ça aussi. C'est dans le livre qu'on a écrit, ce schéma, qui a été repris dans les recours. Ce schéma. Il y a tout ce qu'il faut rechercher. Et le livre, voilà, qu'on a écrit avec mon ami Serge Marchand et Isabelle Gaumont, c'est en anglais. Et le dernier, où j'ai fait le chapitre justement sur la spécificité de la douleur. Et puis n'oubliez pas, juste un dernier truc, quand vous amenez quelqu'un, une personne TMD, il faut impérativement l'habituation aux soins, sinon c'est la catastrophe. Habituation aux soins. Donc l'ARS a validé une mallette qu'on appelle nous bobotisme. Vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il faut, les outils pour l'habituation aux soins, etc. Après, vous avez Coactis, et vous avez quelques recommandations. Merci. Merci, Géa. À toi, Serge.